Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Les causeries saisies, donc, je le rappelle, c'est un cycle de conférences qui est organisé tous les mardis de 13 h à 14 h dans les locaux de Saisie Nanterre et en live, donc de fin octobre à fin avril. Donc on est en plein milieu du programme. 8 ans déjà qu'on a le plaisir de vous proposer des thèmes riches et variés. 4 ans en live. Ça permet à l'ensemble des centres saisis, donc je dis bonjour à l'ensemble de nos collègues et des autres apprenants ou tuteurs qui nous regardent. Les 25 sites en France ont l'occasion donc de pouvoir participer à l'ensemble du programme. Certaines causeries sont aussi disponibles en replay sur la chaîne YouTube Saisie, dans la playlist Les causeries saisies. Je vous invite donc à aller voir d'autres sujets qui vous intéresseraient sur ce site. Donc aujourd'hui, on va accueillir Vincent Orez qui va nous parler donc, de décarbonation. Et, donc vous pouvez le voir, l'investissement immobilier comme quelle voie pour l'économie décarbonée. On a la possibilité lors des causeries de poser des questions, tout l'intérêt d'une causerie. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, les gens dans la salle, vous levez la main, je vous apporte un micro, mais via le live, vous pouvez poser des questions en envoyant vos interrogations à causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Je répète, causerie au pluriel idfc@cesi.fr. N'hésitez pas à anticiper vos questions puisque nous avons quelques minutes de différence avec le live et donc pour pouvoir y répondre, autant les avoir en temps et en heure. Merci à tous et bienvenue à Vincent. On peut l'accueillir chaleureusement. C'est plusieurs fois que Vincent nous fait plaisir de venir sur des thématiques différentes et on a toujours un grand plaisir à l'accueillir. Donc merci à lui et bonne causerie à tous. Bonjour à tous. C'est bon, ça marche. Bonjour. Merci déjà d'être là. Merci pour l'organisation de ces causeries. C'est vrai que chaque année, c'est toujours un moment très, très riche. Merci aux saisies pour ce programme, très innovant en plus sur le territoire, parce qu'il y a plein de sujets très intéressants. Et moi-même, j'aimerais bien être à votre place quand je regarde le programme des autres sujets. Au-delà de ça, j'insiste sur le fait que j'ai une présentation. Voilà. J'insiste sur poser des questions. Il n'y a rien de pire, mettez-vous à ma place, que de parler et de se rendre compte, mais 20 minutes plus tard, qu'en fait, vous n'avez pas compris un seul mot de ce que j'ai dit parce que je n'ai pas été clair. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose ou au contraire, vous voulez creuser, n'hésitez pas et je suis là pour causer avec vous et pas pour vous débiter 50 minutes d'intervention. Donc, moi, je suis là pour discuter avec vous, pour creuser. N'hésitez pas à aborder tout un tas de sujets qui vous posent question. D'abord sur d'où je parle, qu'est-ce que je fais dans la vie, dans le milieu professionnel, et du coup, ce que je vais vous présenter. Je suis le directeur développement durable et innovation d'une société qui s'appelle Novaxia. Novaxia, c'est une société d'investissement immobilier basée en France, à Paris, et qui fait, je vais vous expliquer, de l'investissement immobilier. Comment on le fait? Je vais vous expliquer ça. Donc, d'où je parle? Développement durable et innovation. Par ailleurs, je suis administrateur d'une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, qui est une association assez engagée sur l'allongement de la durée de vie. Et puis, j'ai quelques rôles dans le domaine de l'ESS et donc de l'écologie et en général. Donc, je parle de ce point de vue-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on fait chez Novaxia? Le principe est assez simple. Vous réunissez des dizaines de milliers de particuliers qui ont, à partir de 100 €, un peu d'épargne, et vous les réunissez. Vous les réunissez autour d'un fonds immobilier. Donc, dès que vous avez 100 € que vous voulez épargner, vous avez la chance d'avoir de l'épargne, vous mettez à partir de 100 €, on regroupe ces gens-là. Autour d'une stratégie d'investissement que je vais décliner ensuite, qui est de l'investissement responsable et qui est de l'investissement dans ce qu'on a appelé le recyclage urbain, donc recycler la ville sur elle-même. Et il se trouve que cette stratégie d'investissement, non seulement elle fonctionne sur le plan financier, et donc ça intéresse les gens qui
nous prête de l'argent en vue, il espère, de pouvoir avoir une meilleure retraite, par exemple. Et puis, ça a aussi un rôle très vertueux, surtout si on y met des actions, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'écologie. Et bien sûr, ce que je vous propose d'aborder avant tout dans cette présentation, c'est comment on peut finalement investir dans la ville et changer un petit peu la manière de faire la ville, avec des exemples tout autour de vous, tout autour de nous. Aparté, la société Novaxia connaît une croissance extrêmement forte, puisqu'on fait partie des 200 entreprises qui ont la plus forte croissance depuis 4 ans en France. Et donc, on recrute énormément, notamment cette année, puisqu'il y a une trentaine de postes qui sont aujourd'hui ouverts cette année dans toutes les fonctions de l'entreprise. Je dis ça comme ça. Mais ça peut vous intéresser, parenthèse refermée. Et nous, ça nous intéresse bien sûr de discuter avec vous de ce sujet-là. Donc, je vous ai expliqué ce qu'on fait. On réunit de l'épargne au sein d'un fonds immobilier qu'on gère pour des investisseurs. Et ensuite, on va aller trouver des projets et déployer cet argent. Bénéfices financiers, on l'espère, c'est notre objectif, et bénéfices extra-financiers. Ça, c'est une première image, et tout ça, et c'est que des images, quasiment, parce que j'ai voulu vous montrer que c'est très concret, la ville décarbonée, celle qu'on essaye de faire. Ça, c'est à Paris, dans un lieu qui était obsolète, qui était vide depuis des années. On pourra revenir dessus, pourquoi il était vide depuis des années, mais il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France, à l'heure actuelle, qui sont vides. 4 millions de mètres carrés de bureaux vides à l'heure actuelle. C'était déjà plusieurs millions pré-Covid, et vous imaginez, avec le télétravail notamment, les réformes et les décrets sur la rénovation énergétique, que cette obsolescence du bâti, du foncier, elle est en train de s'accélérer. Donc on est en train de voir de plus en plus de ressources, pour nous c'est une ressource, du foncier déjà urbanisé, obsolète. Et nous c'est à partir de cette matière première obsolète qu'on va essayer de la recycler, d'en faire autre chose. 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Il faut vraiment imaginer, c'est immense tout ce qu'on peut faire avec 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Et c'est vide depuis des années. Première chose qu'on fait, quand on essaye de faire tout un projet immobilier, c'est ce qu'on appelle l'occupation temporaire ou l'urbanisme transitoire. Est-ce que vous connaissez? Ceux qui connaissent, lèvent la main. Ah, je suis content, je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Du coup, c'est top. Urbanisme transitoire, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple en fait. Vous avez un bâtiment vide et normalement, vous savez, quand on a un bâtiment vide, on fait un permis de construire et puis on construit quelque chose de nouveau. Mais il y a une phase qu'on appelle de vacances entre le moment où vous achetez et le moment où vous allez faire des travaux de rénovation, de recyclage urbain. Et cette période, en moyenne, c'est en 12 mois et c'est en train d'aller vers 18 mois en Île-de-France. Donc ça veut dire que, imaginons que vous achetiez 4 millions de mètres carrés de bureaux vides aujourd'hui, entre le moment où vous achetez et le moment où vous pouvez les transformer, par exemple, en logement, il va s'écouler 18 mois. L'une des choses qu'on a commencé à faire chez Novaxia depuis 6 ans maintenant, et là on l'a systématisé, je vais vous montrer plein d'exemples, c'est de faire de l'urbanisme transitoire. Alors c'est très simple, on achète du bureau vide, et au lieu de le laisser vide, le faire gardienner par exemple, ou de murer le bâtiment, on va le prêter systématiquement à des associations, à des startups qui veulent expérimenter, sans leur faire payer de loyer, gratuitement. Qu'est-ce que ça leur permet? Première chose, ça leur permet d'expérimenter sans charge. En tout cas, en diminuant en moyenne de 40% leurs charges. Pardon? Alors, oui, ils sont aux normes pour ces occupations. Tous ne s'y prêtent pas, effectivement. Par exemple, une friche polluée, personne n'y va. Si le bâtiment menace de s'écrouler, non plus. Mais en très grande majorité, ce qu'on achète, et ce qui est aujourd'hui obsolète, c'est du bureau vide. Du bureau vide où, en fait, ça cherchait des locataires en bureau. Ça ne se prête pas forcément, effectivement, à faire autre chose, mais c'est là tout leur génie et leur savoir-faire d'essayer de faire des choses. Donc oui, bien sûr, on vérifie toutes les normes de pollution notamment, de sécurité totalement. Et donc il y a d'ailleurs des sociétés qui se spécialisent maintenant dans ça. C'est en train de devenir un secteur à part entière de l'urbanisme. Oui? Alors, est-ce qu'ils payent l'eau et l'électricité? Je répète la question du coup. Alors oui, en majorité, ils payent les fluides. Ils payent l'eau et l'électricité.
mais par contre, ils ne payent pas la taxe foncière, ils payent 0 loyer pour des sites. Alors, par exemple, ici, on est au centre-ville. Alors, je vous vois réagir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Ah oui. attendez, demandez le micro parce que je Allez-y, répète, allez-y. tout passe par le micro. Moi, je voulais savoir si votre entreprise a un caractère économique, social et solidaire. Est-ce qu'il y a cette partie ESS dans votre entreprise? Oui, nous sommes en première entreprise à mission du secteur immobilier. On a été le premier acteur immobilier à franchir le pas de non seulement nous doter d'une raison d'être, mais aussi de nous fixer dans nos propres statuts juridiques d'une mission qui est donc auditée par un organisme tiers indépendant pour vérifier, qui vérifie par exemple que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est réel, chiffré, systématisé, outillé et avec des preuves. Donc, dans ce sens-là, oui, en tout cas, on vise à intégrer l'extra-financier au cœur même du modèle. Et c'est tout mon objet, c'est que dans le cadre du modèle économique de Novaxia, qui est un exemple, on essaye de mettre l'extra-financier au cœur du modèle économique. Et pour nous, ça change tout. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, par contre, une association de loi 1901. Notre objectif est un objectif d'entreprise financière. Nous cherchons à se développer et on cherche à faire gagner de l'argent à nos investisseurs. Néanmoins, à droite, j'entends des... Oui? Levez la main si vous avez des questions. Non. Vous n'avez pas de questions. OK. Du coup, dans ce sens-là, on essaie d'être un acteur à impact, effectivement, systématiquement. C'est d'ailleurs pour ça, typiquement dans l'organisation de la société, que je dirige à la fois le développement durable, mais aussi l'innovation, c'est-à-dire le développement de nouveaux fonds, par exemple, en coordination avec toute l'entreprise. Mais il y a la partie développement liée maintenant à la RSE. Ce n'est pas juste un poste de mesure d'impact, très très importante, c'est maintenant même comment on crée du business à partir de ça. Donc, mon premier exemple, c'est l'urbanisme transitoire. Premier exemple, vous avez un bâtiment qui est vide, bâtiment de bureau principalement, au cœur de Paris. Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez deux choix, le laisser vide ou le prêter à une association. On a développé une équipe dédiée à l'urbanisme transitoire. Donc, c'était des postes qui n'existaient pas et on a créé ce poste. Et ces personnes-là recherchent des acteurs innovants, solidaires ou à impact en général, et innovants à chaque fois pour qu'ils développent des choses où ils n'auront quasiment pas de charges à payer, autres que les ressources humaines et effectivement les fluides. Et donc là, par exemple, c'est l'Armée du Salut qui imagine un nouveau dispositif. Je vais vous montrer plein d'exemples parce que j'ai beaucoup d'images. Ça, vous pouvez aller le visiter. Alors, c'est de la distribution notamment alimentaire avec de nouveaux types d'ateliers pour les plus vulnérables autour du quartier. Ça, c'est un exemple concret. Ensuite, hop, je vais passer. Ensuite, ça, je vous recommande d'y aller si vous aimez un peu les tiers-lieux, les lieux un peu innovants. Alors ça, j'y irai après. Voilà, c'est là, ça c'est à Saint-Ouen. C'est dans l'ancien musée Pierre Cardin, qui était vide depuis 5 ans, quand on l'a acheté. Et c'est un ancien musée Pierre Cardin. Eh bien, plutôt que de le laisser vide, le temps, encore une fois, de le recycler en autre chose, eh bien, on l'a prêté à une association qui s'appelle Quai 36 et qui fait aujourd'hui des ateliers, des concerts, qui fait résider aussi plein d'artistes sur site pour inventer quelque chose. Et ça se visite actuellement, ça attire plein de gens et c'est un lieu de vie. Mon premier point, c'est donc urbanisme transitoire dans l'investissement immobilier. Ça peut totalement devenir la norme, ça ne nous coûte pas vraiment plus cher, pour tout vous dire. C'était juste prendre le risque de faire autrement. Et mon point par rapport à la question sur l'économie décarbonée, il nous semble qu'il faut absolument qu'on considère le social dans la transition. Parce que vous allez voir ensuite, j'ai des exemples sur l'environnement, sur la rénovation énergétique. Mais si on ne prend pas en compte l'aspect social, relationnel de ces projets-là, dans nos projets immobiliers, c'est très compliqué. Et donc, vous connaissez ESG. Dans l'investissement immobilier, notre conviction, c'est que le E, il est très développé. Le G, il se développe. Le S, c'est un peu le parent pauvre. Et c'est pour ça que je souhaitais commencer avec vous sur ce S. C'est qu'on peut avoir une action sociale. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet de discuter avec le voisinage, qui va avoir des travaux à côté. Ça nous permet de mieux connaître le territoire, puisque après, il y a plein de partenariats qui se font avec des associations locales, avec des établissements locaux. Et donc, ça nous permet de mieux le comprendre. Ça nous permet une troisième chose, ça nous permet d'innover. Là, c'est en cours tout ce que je vous montre, mais il y a des exemples de choses qui ont été inventées dans des occupations temporaires
qu'on va ensuite pérenniser dans des bâtiments long terme. Et donc ça nous permet d'être innovants et de renouveler un peu la manière dont on fait la ville, parce qu'on a un laboratoire gratuit que sont ces occupations temporaires. Donc prendre l'aspect social dans l'investissement immobilier décarboné nous semble un prérequis absolu si on veut systématiser la démarche au sein d'un modèle économique. On a une question via le live. Est-ce Oui. qu'un particulier peut exploiter vos bureaux vides? Oui, alors on lui demandera quand même d'avoir des prérequis, on fera une due diligence en bonne et due forme, il faudra qu'il ait une association par exemple, ou une personne morale derrière, mais oui, on travaille, par exemple, à Colombes, on a aidé 2 étudiants qui sortaient d'école, qui ont eu un concept assez génial de résidence d'artistes avec le Secours populaire en même temps, et on avait un grand entrepôt vide qu'on venait d'acheter, l'équipe urbanisme transitoire a travaillé avec eux, et leur premier projet, qui leur a permis à cette structure donc, qui venait de l'université de voir le jour, ça a été dans ce bâtiment. Et ils n'avaient pas encore eu plein de projets, mais d'un coup, ils ont eu 3000 m² à développer. Et actuellement, ça se visite aussi, n'hésitez pas à aller voir, à Colombes, un immense site avec le Secours populaire et donc des résidences d'artistes qui se mélangent, qui essayent d'inventer un petit peu autre chose qu'un musée où, personnellement, je ne vais plus trop. Oui? Attendez, les questions via le micro, s'il vous plaît. Au départ de votre présentation, vous parliez de 12 à 18 mois Oui. de vide. Là, les durées que vous nous donnez sont beaucoup plus importantes. Alors, quelle durée j'ai donnée? 3-4 ans. Est-ce que, là, celui que vous venez de mentionner, l'entrepôt, ça fait combien de temps qu'il est occupé par Alors, ça fait moins d'1 an. Je me suis trompé si j'ai dit 3-4 ans. Oui, c'est 1 an. En moyenne, d'ailleurs, les occupations temporaires, pour préciser, c'est entre 12 et 18 mois. Et en moyenne, c'est même plutôt 12 mois, parce que souvent, les occupants recherchent même, en fait, des fois des périodes courtes. La plus courte, ça a duré 4 semaines, et c'était prévu comme tel. Et la plus longue, elle est encore en cours, c'est 1 an et demi. Voilà un peu durant cette période-là. On continue? Oui? Je vais arriver avec le micro. On cause, on cause. Oui, apparemment. Super. Est-ce qu'il y a eu des logements pour sans-abri de créer ou pas? Oui. Alors, est-ce que ça, c'est important? Je vais vous répondre. Mais j'entends à droite. Vous avez des questions aussi? Non? Je prends la réponse est oui et je vais préciser. Moi, j'aurais une question, c'est par rapport au fait justement de prêter aux associations ou autres. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas envie à côté de créer une fondation ou une association en ce sens, quoi? Alors, est-ce que vous pouvez creuser ce point-là pour qu'on, justement, mettez-vous à notre place. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est le genre de raisonnement qu'on a, vous voyez, quand on essaye d'innover. Quel serait notre intérêt d'avoir une approche philanthropique, selon vous? Pour moi, c'est pour fédérer justement cet aspect social. Et justement, moi, ce que j'essaye de vous proposer, dans notre conviction, c'est qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire que c'est notre modèle économique. Je ne vous dis pas qu'on a fait ça que pour la communication. Bien sûr qu'on communique dessus, et je vous en parle comme un élément valorisant de notre entreprise et pour nos investisseurs. Et on n'a pas besoin de passer par une étape mécénat. C'est dans l'intérêt même de nos investisseurs, du territoire, de notre entreprise. Ça nous permet d'attirer les meilleurs collaborateurs qui ont du sens dans leur métier, les meilleurs partenaires aussi sur le territoire, puisqu'on a les acteurs les plus innovants, donc et les meilleurs clients, puisque les investisseurs en fait, sont intéressés par l'impact qu'ils ont. Donc l'approche que vraiment je vais insister sur ça, c'est que c'est un modèle économique. On recherche l'intérêt financier aussi de nos investisseurs en faisant ça. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a une équipe professionnelle. Et voilà pourquoi, en ayant de l'impact, on n'est pas obligé de passer par la case mécénat. Alors pour être tout à fait complet, on a aussi un fonds de dotation qui, lui, est dédié uniquement à aider des porteurs de projets qui ne seraient pas dans nos bâtiments, pour développer la pratique en général. Vous posiez une question sur l'hébergement d'urgence. Oui, on en a fait, et notre conviction, c'est que, et ce qu'on voit, notre retour d'expérience, c'est que c'est facile d'en faire quand vous mixez les usages. Donc, par exemple, on a hébergé 17 personnes, là aussi à Paris, dans un ancien hôtel particulier,
Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait un coworking, il y avait une résidence d'artistes, il y avait une exposition en cours. Et donc, c'était avec l'association Aurore, sur la partie hébergement d'urgence, qui est liée au SAMU social notamment. Et on a donc permis d'héberger 17 personnes. Si ça avait été uniquement un projet d'hébergement d'urgence, l'acceptabilité sociale du projet peut-être aurait été moindre, première chose. Et deuxième chose, en mêlant le social à un modèle plus général économique, ça permet normalement de favoriser l'insertion. Donc par exemple, les personnes sur site étaient en lien avec d'autres entreprises ou associations qui pouvaient leur proposer des choses. Je ne vous dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu et c'est ce qui est poussé pour. Sur les 17 personnes, il y en a 15 qui ont trouvé un logement pérenne ensuite. Tout ça est suivi dans un parcours pour pas effectivement juste dire on loge des personnes et on verra ensuite. Il y a bien un parcours qui est visé. Donc, mais ça dépend des territoires, des bâtiments, tout ne s'y prête pas. Typiquement, dans ça, c'est plus difficile. Ça, c'était à Bagnolet. Alors, je vous propose que je passe un petit peu et après, on se fait une série de questions, si ça vous convient. Ça, c'est des exemples d'urbanisme transitoire. À Bagnolet, Saint-Ouen, je vous en ai parlé. Hop, ça, c'est à l'île Saint-Denis. Donc, j'ai pris des exemples qui ne sont pas trop loin. L'île Saint-Denis, ils produisent des fleurs. Alors, je me suis dit que c'était la Saint-Valentin hier, et c'était assez intéressant, parce que écologiquement, il y a un vrai aspect. Hier, on entendait partout à la radio, oui, les fleurs, n'achetez pas des fleurs, n'achetez pas des roses. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais n'achetez pas des roses, parce que ce n'est pas l'époque des roses. Pourquoi ? Parce qu'il y a des circuits économiques qui ne sont pas du tout des circuits courts, qui ont complètement délocalisé les productions et les circuits de consommation. L'occupation temporaire nous permet une chose, j'ai 3 grands concepts que je voulais vous proposer sur la ville. C'est la ville éphémère, qui n'est pas un exemple de moi, qui est un exemple d'Henri Lefebvre, qui a imaginé ça, c'est-à-dire des villes éphémères. Ce que je vous ai montré, ça ne va pas durer par essence même, mais ça nous permet d'imaginer plein de choses. Donc il faut s'imaginer la ville de demain comme une ville où on peut expérimenter et où un lieu peut avoir plusieurs fonctions dans une même année. Elle est éphémère, ce n'est pas le lieu culturel est à l'est, les bureaux sont à l'ouest et les logements sont au nord ou au sud. Il y a une recomposition de la ville, notamment avec ces lieux de vacances qui sont structurels. Il y a toujours eu des lieux vides. Là, c'est en train de s'accélérer, notamment sur le bureau, mais on peut en faire quelque chose en termes d'innovation sociale. Je clôture cette partie temporaire pour vous dire que tout ça est mesuré. En 12 mois, sur 13 projets l'année dernière, c'est 148 000 personnes qui sont passées ou ont bénéficié de ces occupations temporaires. 148 000 personnes, dont, alors je crois que je l'ai détaillé ensuite, ça c'est la carte, donc ça c'était juste de janvier à décembre, c'est en train de se développer, on va doubler cette année le nombre d'occupations temporaires créées en une année, on va être à une trentaine, et voilà, ça c'est le détail, ça n'est pas que des images, tout ça est mesuré, et c'est extrêmement important de mesurer de l'impact pour le piloter. Et nous, on suit ça chaque mois. Et donc, c'est le nombre de personnes ayant bénéficié de nos occupations temporaires, dont 100 000 personnes vulnérables. Qu'est-ce que vous avez entre les 100 000 qu'est-ce que vous avez dans les 48 000 ? Ce sont par exemple des écoles à qui on a ouvert ces occupations temporaires. Ce n'est pas ce qu'on appelle une population vulnérable. Par contre, une personne qui va bénéficier d'un nouvel atelier du secours populaire dans le cadre d'un nouveau service proposé, c'est une personne vulnérable qu'on va comptabiliser. Donc, on agrège dans le 148 000 et on décompose sur la partie véritablement solidaire. Ensuite, création d'emplois, c'est très concret. Je vous donne un exemple. On a ouvert un site, le commerce d'en face, une fois qu'on y est passé, est venu nous saluer. Il avait créé 2 emplois parce que ça avait amené tellement de gens qu'il a créé des emplois qu'il a pu pérenniser ensuite. Ça a fait connaître le quartier, ça a fait connaître son bar, etc., qui n'avait pas de lieu culturel. Et ben, ça, c'est très concret et c'est un chiffre 2 dans le chiffre ici. Mais c'est des histoires très concrètes, mesurées et mesurables. 90 personnes logées, pour répondre à votre question, et les 43 000 personnes, c'est donc principalement des écoles, pour tout vous dire. J'arrive sur la partie, cette fois, notamment, de l'investissement immobilier, mais je vous propose de prendre, si vous avez des questions, sur cette partie-là, avant d'attaquer la deuxième partie. Il y en a 3. Oui ? Oui, moi j'avais une question, du coup, comment vous gagnez de l'argent en fait, vu que vous fonctionnez comme une entreprise? C'est juste avec les investissements ou
Oui, alors merci de cette question, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on vise à gagner de l'argent, on est une entreprise. Alors comment on fait? Ça n'est pas sur cette partie. Sur cette partie, on ne gagne pas d'argent. Nos investisseurs n'en perdent pas non plus, en tout cas on vise à ne pas leur en faire perdre avec ça. Néanmoins, là où est-ce qu'on gagne, c'est très simple. On achète du bureau avec en moyenne 20% de décote. C'est-à-dire, c'est un peu les soldes en ce moment sur certains immeubles. Donc on va acheter avec un moins 20% du bureau. On va le transformer, je vais vous montrer justement cette partie de transformation. Le transformer souvent en logement, du bureau en logement. Et le logement, on va le revendre à des particuliers ou à des institutionnels avec une plus-value. Et le différentiel entre le prix d'achat et le prix de revente, c'est ce qui va permettre de créer de la performance pour nos investisseurs. Et nous, comment on se rémunère, Novaxia? On se rémunère, alors ce n'est pas que ça, hein, je schématise énormément, mais on va se rémunérer en commission sur l'argent qui est prêté par les investisseurs, en commission de gestion notamment, de cet argent-là. La performance créée, elle est principalement pour nos investisseurs. Voilà comment on crée de la valeur financière pour nos investisseurs. Alors, je vois au premier rang que vous intervenez beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous n'avez pas de questions? D'accord. Bonjour, moi j'ai une question parce que j'ai vu que sur la carte il y avait une occupation à Toulouse et après le reste c'était à Paris. Oui. Est-ce que vous avez des projets qui sont en dehors de Paris et Toulouse? Est-ce que vous avez une intention de faire ça sur l'ensemble du territoire français finalement? Je peux vous répondre tout de suite. Oui, c'est uniquement lié au bâtiment que nous achetions l'année dernière. Et où est-ce qu'on fait ce que je suis en train de dire? Dans tous nos projets dès que c'est possible. Et où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on investit? Désormais, c'est dans les 10 plus grandes métropoles françaises. Donc il y a l'Île-de-France, où on est majoritairement, effectivement, et ça c'est historique, et maintenant que la croissance est très forte, eh bien, on va ouvrir, alors je vous donne les projets en cours, hein, à Villeurbanne, à Nantes, à Bordeaux, tout ça arrive cette année notamment. Et donc en fait, donc ça, vous avez compris qu'il y en a certains qui sont fermés. Ça, c'était juste la photographie sur un an. Et l'année prochaine, c'est le double de ça, mais avec des points notamment ici, à La Rochelle aussi. Et donc, nous, ce qu'on vise, c'est dès qu'il y a du bureau vide et dès qu'il y a une demande de logement. Et dans les plus grandes villes de France, il y a une pénurie de logement assez forte. On a une question via le live de Gabriel. Est-ce que vous accompagnez, justement, ça revenait à la question de la jeune femme tout à l'heure, qu'est-ce que vous accompagnez les porteurs de projets une fois que l'occupation temporaire se termine? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, il y a un suivi. Alors, pas systématique, ça dépend. Parce que, comme c'est de l'innovation, on a certains qui ne réussissent pas. Mais on l'accepte et on se le dit dès le début. En fait, on sait très bien qu'il y a certains projets qui peuvent ne pas fonctionner. C'est un laboratoire. Donc, si je vous disais que c'est que des innovations qui marchent, il y aurait un problème quelque part. Nous, sur les 13, on estime aujourd'hui à 1 sur 5 le nombre d'acteurs qui vont pérenniser leurs innovations. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça dans des bâtiments pérennes, à long terme, plus d'un an. Le reste, alors soit ils font d'autres choses, soit ils réessayent dans d'autres occupations temporaires. Et nous, comment on va agir avec eux pour répondre à la question? Eh bien, on va, par exemple, candidater avec eux dans le cadre de concours pour proposer leurs innovations auprès de collectivités qui souhaiteraient des innovations sociales et environnementales. Et si jamais on gagne ensemble, eh bien, ça leur permettra d'installer cette innovation. Oui, bonjour. Donc, j'avais une question concernant les critères de sélection de ces entreprises et de ces startups. Et est-ce que vous vous assurez, tout à l'heure vous avez évoqué le fait que vous vouliez développer une démarche RSE, est-ce que vous vous assurez que leurs actions sont en corrélation avec cette démarche? Oui, on a quelques filtres. Premier filtre, il faut que ce soit un social, au sens, pour tout vous dire, de l'agrément ESUS. Si vous regardez entreprise solidaire d'utilité sociale, il y a l'impact social qui est assez bien défini. Il faut que c'est un impact social, c'est-à-dire que toute activité, in fine, bénéficie à une personne vulnérable. In fine, ça peut être une grande entreprise, mais il faut qu'in fine, l'activité générée bénéficie aux plus vulnérables et que ce soit tracé, pas que ce soit de la com marginale. Premier filtre. Deuxième filtre sur la stratégie RSE, on a effectivement un deuxième filtre qui est la couche donc sociale, je vous l'ai dit, la couche innovation. Il faut que ça n'existe pas, ou qu'ils n'ont pas osé, ou qu'ils n'avaient pas les moyens de développer ça. Et troisième chose, il faut à la fois que ça soit un impact social et innovant, et que ça bénéficie en grande partie du cœur de ville. Parce que ce qu'on achète, c'est souvent en cœur de ville.
en première, deuxième couronne, mais c'est dans les cœurs de ville. Et donc ces acteurs, souvent, ils veulent se rapprocher du centre-ville. Comme ils ouvrent des boutiques solidaires, ils ont envie d'aller au plus proche où il y a le plus de personnes. Et donc, mais plus on se rapproche du centre, plus c'est cher. Et donc, plus leurs innovations sociales à impact social bénéficient du cœur de ville, de la situation géographique, plus c'est intéressant parce que ça veut dire que ça fait vraiment sens dans cette ville-là. Voilà un peu les 3 filtres. Et après, on a aussi une équipe développement durable, à côté de leurs bureaux sont à côté, de l'urbanisme transitoire, pour faire en sorte qu'on suit, qu'on ait les chiffres, qu'on va sur site, on vérifie que ça se passe comme ils avaient dit que ça se passerait. Oui ? On va faire tout sur l'occupation temporaire. Oui. Est-ce que vous référencez ces points d'intérêt éphémères quelque part? Est-ce que vous en faites la promotion en fait, pour attirer du monde et dynamiser le territoire? Est-ce qu'on en fait la promotion auprès des territoires? C'est ça que votre question? Oui. Oui, on en fait la promotion. Alors, ils en font eux-mêmes promotion aussi. Hein. Tous les projets ont des comptes Instagram, des fois, ils ont même des attachés presse petit à petit, si c'est des grands acteurs à impact. Ils ont déjà des réseaux. Des fois, quand ils viennent de se lancer, on les aide avec l'équipe communication en amenant des journalistes, en organisant des événements sur site. Avec le Covid, c'est un peu plus difficile. Mais effectivement, on va essayer de les aider à se faire connaître et à faire connaître leur innovation. Mais on les sélectionne aussi sur leur capacité à rayonner sur site, à être assez agiles, sans avoir besoin forcément de nous tous les jours, pour s'autonomiser. Parce que notre idée, c'est comme les startups, mais dans le domaine à impact social en ville. Voilà. Je prends encore une question, et sinon je vais pleurer sinon, de ne pas vous avoir puis montré on tout le gardera, reste. Oui, encore une. Bonjour. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous faites l'étude du site avant d'acheter? Oui, on fait l'étude du site avant d'acheter. Alors d'abord une analyse financière, et ensuite il y a une couche extra-financière qui arrive, systématiquement sur la partie environnementale notamment. Oui, exactement. On a, alors merci, c'était la question de la transition. Eh bien, on a une deuxième approche. Donc là, j'arrive dans la deuxième partie. Au-delà de la ville éphémère, ce que je voulais vous proposer, c'est un peu la ville recyclée. Alors, c'est quoi la ville recyclée? C'est de prendre de l'existant et de les transformer. Et ça, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je n'ai pas entendu. Ah ouais, un bâtiment, bah, merci. Mais vous voyez du logement, du bureau? Est-ce que vous avez une idée? Vous voyez plutôt du logement. C'est effectivement du logement. C'est un bâtiment qui existe, qui est rue Reille. C'était l'une des premières opérations de Novaxia. Aujourd'hui, on en fait de manière très, très importante. Il y a 500 millions d'euros de Novaxia cette année qui va être déployé sur ça. Le bureau en logement. Et puis ça, c'était un immeuble de bureau avant. On a gardé, et avec tout un travail de dentelle qui est fait avec des architectes, eh bien, on le transforme en logement. Alors ça, on pourrait se dire, bon, d'accord, et je vais vous faire quelques parallèles. L'économie linéaire, vous savez ce que c'est, hein, on extrait en masse de la matière première, on produit en masse, on consomme en masse et on jette en masse. Pensez l'économie circulaire dans le domaine immobilier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, on regarde l'existant, la matière première. Eh bien, vous avez du béton qui consomme énormément de sable, qui est déjà là. Des fois, il est réutilisable, il est réemployable. Deuxièmement, on va changer l'usage, parce qu'on va l'adapter. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de logement très forte, et parfois, le bureau n'est plus aux normes énergétiques ou n'a plus de fonction dans un quartier donné. Donc, on va le transformer. Et ensuite, donc, on va allonger sa durée de vie, finalement, avec du bureau en logement. Ben, c'est exactement la même chose. Et je vais vous dire, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter un terrain vierge, que de construire un bâtiment de logement. Alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que le modèle économique est très différent. Dans ce modèle économique, quand vous achetez le bâtiment de bureau, ça consomme beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, où vous n'avez pas possibilité de faire de l'effet de levier, c'est-à-dire où vous avez moins de capacité, vous allez moins emprunter à la banque, parce que c'est dans un temps plus long. Il faut que vous déposiez le permis de construire, par exemple. Et donc, ce type de réemploi de bâtiments est facilité lorsque le modèle économique change. Et le modèle économique qui consiste à réunir des dizaines de milliers d'épargnants autour de fonds et d'acheter nous permet de voir un peu plus long terme que d'autres acteurs, avec qui d'ailleurs on travaille en partenariat. Donc, première chose sur cet aspect-là, pour recycler la ville, si on prend exactement les mêmes modèles économiques qu'hier,
les mêmes causes produiront un peu les mêmes conséquences. Et du coup, là, il faut changer la manière d'aborder le sujet via un modèle économique différent qui consiste ici à réunir des épargnants pour acheter et voir un peu plus long terme, puisque l'argent qui nous est prêté par les investisseurs, ça dépend des fonds, etc., mais en schéma, ils nous le prêtent en moyenne au moins 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, nous, on sait qu'on peut voir pendant 5 ans tout en gérant cet investissement. Tandis que d'autres acteurs immobiliers qui gèrent uniquement leur propre argent, eh bien, eux, ils vont rechercher un retour sur investissement à la fin de l'année. Donc ça nous permet de voir un peu plus long terme. Donc un autre modèle financier nous permet de voir l'allongement de la durée de vie comme possible. Ça, c'est un exemple. Je vous donne d'autres exemples. Ça, c'est un nouvel exemple. Vous voyez que c'est en train de se... C'est à Rueil-Malmaison. C'est plus du tout à Paris. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes métropoles françaises, on commence à avoir, et y compris à l'étranger, on s'est déployé l'année dernière dans 4 pays, et ça va s'accélérer encore cette année. Eh bien ça, c'est un immeuble de logement que vous voyez, c'est une perspective, mais qui est un immeuble de bureau aujourd'hui et qui était commercialisé en bureau. Les propriétaires ont vu que ça ne se commercialiserait plus dans ce cas-là, et nous, on a vu qu'il y avait possibilité de faire du logement. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet sur le plan environnemental? Je reprends la question, comment on décarbone l'investissement immobilier? En faisant ça, ça nous permet de ne pas démolir un bâtiment et d'en construire un à la place, donc en réutilisant l'existant. En moyenne, vous prenez un bâtiment. Alors je crois que j'ai un avant-après à un moment. Je vais vous montrer. Non, alors attendez. Hop. Voilà. Ça, c'est un bâtiment qui était bureau à gauche et on l'a transformé en logement en le densifiant à droite. Si je prends ce bâtiment, et c'est une moyenne, bien entendu, ce que je vous dis, mais qui est sourcé par le ministère de l'Environnement. Prenez un bâtiment comme ça qui est vide, obsolète. Vous le détruisez, vous construisez un immeuble qui est magnifique, aux dernières normes, et qui va durer 50 ans. Vous faites l'ACV de ça, avec une unité fonctionnelle de 50 ans. Premier scénario, je détruis, je reconstruis à neuf. Deuxième scénario, je le laisse comme ça, aux normes énergétiques vraiment pas top. Il ne respecte plus la réglementation, mais je l'utilise encore 50 ans. Deuxième scénario. Troisième scénario, je le rénove, je le densifie et je garde l'existant. Donc je consomme moins de sable, donc moins de béton, enfin moins de béton, donc moins de sable, notamment. Alors selon vous, quel est le meilleur scénario? Je pense que vous m'avez vu venir. Mais j'ai entendu le 1. Peut-être. Qui a dit le 1? Non, mais j'ai entendu. Effectivement, on se posait la question parce que, alors, s'il y a de l'amiante, etc., il y a bien sûr, ça dépend des bâtiments. Je suis dans un scénario où on peut garder l'existant. Totalement. Et tous ne s'y prêtent pas, c'est sûr et certain. Néanmoins, on pourrait nous objecter qu'en gardant ce bâtiment, les matériaux qui ont été utilisés, alors c'est un bâtiment qui date de 1900, les bâtiments, ce n'étaient pas les nanoparticules de béton, etc., les plus avancés, et donc ce n'étaient peut-être pas les meilleurs. En termes de matières premières, en gardant l'existant, on fait quand même avec de l'ancien. Eh bien, le fait est qu'en utilisant moins de béton, on va diminuer entre le scénario démolition, reconstruction et rénovation, 40% d'économie de CO2 sur une unité de 50 ans. 40% d'économie de CO2. Alors comment on fait pour gagner 40% d'économie de CO2? Eh bien, dans un bâtiment, 75% de son empreinte carbone, c'est lors de la phase de conception. Tout le reste, vous savez, changer les LED, éteindre la lumière, etc., c'est très important, mais c'est uniquement 25% de ça. Et donc, le reste, c'est toute la phase de conception. Toute la phase de conception décide 75% de l'empreinte carbone sur 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on va émettre énormément d'émissions de CO2 équivalents avec la phase de construction. Et donc, si on réduit le coût environnemental de la phase de conception, on réduit souvent l'empreinte carbone générale d'un bâtiment sur 50 ans. Et donc, ne regarder que l'exploitation, que l'usage, ne permet pas de réduire véritablement et d'aller vers la décarbonatation de l'investissement immobilier. Et donc, bien entendu, que vous imaginez qu'ici, il y a aussi des LED. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi 75% de l'empreinte environnementale sur laquelle on vient travailler. Et donc ça, c'est ma deuxième partie, la ville recyclée. La ville recyclée, où on va essayer d'appliquer les principes de l'économie
circulaire à l'investissement, notamment sur cette empreinte carbone en phase de conception. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, pendant que tu cours, je vous montre quelques images. Levez la main, s'il vous plaît. Vous voyez, ça, c'est des bâtiments. Des fois, ça s'y prête moyennement. Attendez, on a une question là-bas. Mais on garde au maximum. Ça, c'est à Nanterre. On garde au maximum le bâtiment et on va le transformer en réajustant les planchers. Mais on peut quand même, vous imaginez, ça, c'est quand même beaucoup de béton et de fondation qui est sauvegardé. Oui. Ah, pardon. Oui. Justement, pourquoi vous n'utilisez pas les matériaux biosourcés pour justement la diminution de l'impact carbone? Alors, on essaye, c'est pas systématique, on essaye et on fait les modélisations financières en fonction. Ça nous arrive, alors est-ce que j'ai des images? Oui, vous voyez, ça c'est un bâtiment avec une structure bois par exemple. C'est le plus grand immeuble, alors oui, ça c'est un immeuble de bureau, mais à l'est parisien. Et donc c'est là où il manque de bureaux au contraire, vous avez la Défense à l'ouest et il manque de bureaux à l'est. Et donc pour réduire notamment les transports, puisque toutes les personnes vont beaucoup à l'ouest, on construit un pôle économique à l'est parisien, en lien avec la Caisse des dépôts, et la structure est en bois. Donc ça nous arrive, et c'est un grand immeuble de bureau avec une structure bois. On en a fait d'autres avec ce type de structure. Maintenant, on n'a pas une approche systématique, parce qu'on étudie financièrement, et tout ne s'y prête pas. Mais ça fait partie de notre stratégie. Oui. En fait, j'ai deux questions. Par rapport à ma première question, pourquoi vous avez choisi, au lieu d'acheter genre un terrain vierge, vous avez choisi d'acheter des anciens bureaux et pour éliminer par rapport aux déchets et tout. Mais par exemple, c'est quoi la suite des déchets quand il s'agit de l'amiante et tout, par rapport au traitement et tout, vous faites quoi? Alors, sur tous les aspects de polluants, c'est traité, nous, on est maître d'ouvrage, donc on va déléguer à des spécialistes de la dépollution qui vont gérer effectivement ces déchets, se conformer bien sûr à la réglementation et viser le minimum de dépollution. Sur le premier aspect de votre question, sur finalement pourquoi vous n'achetez pas des terrains vierges, vous aussi, eh ben, on va croire qu'on a répété parce que c'était une autre partie sur le E, c'est vrai, c'était le slide d'après, c'était le ZAN. Le ZAN, qu'est-ce que c'est? C'est le zéro artificialisation des sols, la lutte contre l'étalement urbain. Vous avez entendu peut-être parler de la Convention citoyenne pour le climat ou de la loi climat et résilience. Qu'est-ce qu'ont dit ces citoyens pris au hasard? Ils ont dit stop à l'étalement urbain, stop au bétonnage des champs, je synthétise, hein, stop au bétonnage des champs, des surfaces agricoles qui nous restent en France pour faire de l'immobilier. 65% de l'étalement urbain en France, c'est la construction de logements. Et donc, si vous voulez stopper ou ralentir l'étalement urbain, le bétonnage des sols agricoles, il faut avoir une approche où vous construisez du logement principalement, là où c'est déjà artificialisé. Et donc, dans le cadre de notre entreprise à mission et de nos fonds immobiliers, on s'est engagé à avoir un bilan zéro artificialisation nette des sols. Et on va même plus loin, puisqu'on est producteur d'espace avec au moins 5% de pleine terre, c'est-à-dire d'espace où il peut avoir un biotope, une biodiversité qui se développe. Et donc, l'année dernière, en un an, on est une entreprise d'investissement immobilier. Mais si je fais le calcul du mètre carré par mètre carré artificialisé ou désartificialisé, parce que des fois on achète des terrains où il n'y a que du béton déjà, et on va enlever le béton pour remettre de la pleine terre, eh bien, en somme, je fais la balance, hein, les plus et les moins, et à la fin de l'année, j'ai 65 000 mètres carrés de pleine terre créés en net. C'est-à-dire qu'on est déjà zéro artificialisation des sols, et on va même plus loin. On dit qu'on est ZAN+, pour l'instant, il n'y a pas vraiment on crée de la pleine terre. On remet de la pleine terre. C'est-à-dire que quand vous investissez dans Novaxia, nos investisseurs, on leur dit, vous contribuez à créer de manière nette de la pleine terre. Et donc, pourquoi on n'achète pas de terrain vierge, pour répondre à votre question? Parce qu'on veut lutter contre l'artificialisation des sols, on veut protéger les espaces agricoles, parce qu'on est convaincu qu'avec 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, rien qu'en Ile-de-France, on peut déjà faire pas mal de choses, notamment sur la pénurie de logements. Oui. Moi, j'avais une question par rapport... Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des questions de patrimoine, notamment historique, patrimoine immobilier,
ou par exemple d'architectes connus, de choses comme ça, et comment vous réagissez, enfin comment vous mettez en action dans ces cas-là? Alors oui, ça nous arrive sur des sites magnifiques qui sont achetés au patrimoine. Ça nous est déjà arrivé, on a des projets en cours dans ce domaine. On a des spécialistes de ça qui travaillent avec les architectes des bâtiments de France notamment, qui travaillent aussi avec des architectes. Et donc le dialogue est à chaque fois entretenu de ce type-là, mais c'est vraiment projet par projet sur cette thématique très particulière du patrimoine, parce qu'on ne peut là vraiment pas avoir une approche systématique, et pour cause. Je prends encore une question si vous en avez, sinon je passe à la troisième et dernière partie. On va passer à la troisième partie. On passe à la troisième. Donc ça, c'est des immeubles de bureaux en logement. C'est en train de se généraliser, le recyclage de bureaux en logement. Vous voyez, ça c'est encore, on garde les bâtiments et on va les transformer en logements. Et c'est en train de se développer très très fortement. On fait donc l'année dernière 77 opérations de recyclage. Il y a 11 000 logements qui vont être créés grâce à ces opérations. Et il y a une partie de logement social aussi qui est créée systématiquement. Je vous parlais de pleine terre recréée. Ça, il faut vous imaginer, c'est à Massy. Ici, aujourd'hui, c'est bétonné. On va enlever le béton et on va mettre de la pleine terre. Et donc ça, ces mètres carrés-là, dans notre bilan, ils seront comptabilisés comme du plus, parce que 100% est artificialisé. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, cette fois, c'est une friche polluée. Donc je reste sur la même thématique on recycle en faisant de l'urbain. Et puis après, j'avais une vidéo qui dure 2 minutes, et c'est pour vous montrer le potentiel de faire différemment. Le potentiel de faire différemment, c'est qu'à partir de l'existant, on peut imaginer des milliers de choses. Je vous ai principalement parlé de bureaux en logement, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on fait principalement, mais avec des bâtiments existants en cœur de ville, on peut imaginer plein de choses. Et c'est là le sens de cette image. Cette image est au cœur de l'île de la Cité, en face de Notre-Dame de Paris, qui a un hôpital, et qui le restera, qui est l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. C'est détenu l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui, avec la mairie de Paris, a lancé un concours il y a quelques années pour une partie, la partie que vous voyez de cet hôpital, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ils ont une vision qui se révèle très juste aujourd'hui, qui est qu'il faut développer l'innovation dans le domaine de la santé sur le territoire. Comment on fait ? Comment on fabrique des vaccins, comment on les développe en France. Eh bien, leur vision était de dire qu'il faut faire travailler la recherche publique avec les startups, notamment dans le domaine de la santé. Comment faire ? Eh bien, ils ont lancé un concours. On a été lauréat. Alors, c'était un immense groupement, mais on a été lauréat, on portait le groupement pour faire ce projet, qui est une rénovation. Donc, on garde l'existant, on y met ici une verrière, et on va installer le plus grand incubateur de santé en Europe. 100 startups dans le domaine de la santé vont s'installer dans ce bâtiment. Je vous parle toujours de recyclage urbain, puisque aujourd'hui, l'hôpital va se rénover, il va même se densifier, et sur cette partie aujourd'hui, en partie obsolète, ça va nous permettre donc de faire autre chose en lien avec la PHP et avec les chercheurs de la PHP. Et donc ça, c'est un projet qui n'est pas du bureau en logement, quoique il y a une partie de logement pour les soignants qui est créée, mais ça n'est pas la dominante du projet. La dominante très fort du projet, à plus de 80%, c'est un incubateur dans le domaine de la santé. Donc vous voyez qu'on peut recycler la ville en faisant différemment. Le troisième concept que je voulais vous proposer, c'était la ville distribuée, mais qui consiste un petit peu au mélange de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en faisant plein de lieux en cœur de ville, on a un fonctionnement un peu différent qui est en train de se dessiner. Je ne sais pas vous, mais on a des fonctionnements qui deviennent de plus en plus en réseau entre nous dans le domaine social, dans nos actes de production et de consommation aussi. Est-ce que demain, la logistique, c'est des gros centres uniquement en périphérie des villes? Est-ce que c'est déjà en train de se développer? Plein de centres de logistique urbaine avec des mobilités plus douces, mais comme de l'acupuncture, un petit peu partout en ville. Les lieux culturels, est-ce que c'est le grand musée qui est là pour 100 ans? Ou est-ce que ce sont des petits lieux éphémères qui fonctionnent au sein d'une communauté et où les gens n'ont pas une adresse, une station de métro où aller pour avoir une exposition, mais encore une fois un fonctionnement en réseau. Et ça, on l'observe très fortement, notamment sur tous les usages de la ville, que ce soit la culture, l'innovation bien sûr, l'économique en général, dans tous les métiers sur lesquels vous devez intervenir. J'imagine que la ville est souvent très présente et sa manière de fonctionner est en train de suivre la transition numérique notamment, en réseau.
Et on essaye, à notre mesure, de suivre ça en recyclant l'urbain, en faisant des petits centres qui fonctionnent en réseau. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je vous montre juste à quoi va ressembler. Alors, je ne l'ai pas là. Hop, hop, hop. Alors, ça arrive. Ah oui, il y a une question là-bas. Moi, Oui. je voulais savoir ce que vous faites de vos déchets. Est-ce que vous détruisez pas mal de choses, du béton, vous disiez, mais vous en faites quoi? Alors, les déchets, ils vont dans les circuits de réemploi déjà, quand c'est possible. On fait des diagnostics. Alors, c'est une question pour aborder peut-être le réemploi, effectivement, sur lequel je n'ai pas zoomé. Le grand souci du réemploi dans le domaine donc de la réduction des matériaux de construction, c'est que vous n'avez pas le marché secondaire. Je fais le parallèle avec le plastique. Vous recyclez du plastique, ça a beaucoup de valeur aujourd'hui, sans parler des équipements électriques et électroniques. Vous réemployez un téléphone, vous allez trouver preneur. Vous réemployez une porte, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les normes, notamment, incendie par exemple, ont totalement changé. Et donc, l'un des défis du réemploi dans le domaine des matériaux de construction, c'est le marché secondaire. Comme il n'y a pas de preneur, l'amont se mobilise un peu moins et c'est plus difficile. Il y a toutefois des initiatives qui sont en cours. On travaille avec certaines. Regardez par exemple Upcycléa, avec qui on est en dialogue. On n'est pas encore partenaire. On a fait des partenariats avec Bellastock, par exemple. Ce sont des sociétés qui se spécialisent dans le domaine du réemploi des matériaux de construction et dans le réemploi du bâtiment. Que font-ils? D'abord, ils font un diagnostic pour savoir ce qui est réemployable réellement ou non. Ça n'est pas obligatoire aujourd'hui, c'est en train de le devenir, mais on fait des diagnostics. Déjà, on peut estimer le potentiel de ressources réemployables. Et ensuite, il y a des plateformes comme Upcycléa qui sont en train de se former, où c'est des marchés qui essayent de fluidifier finalement ce qui a de la valeur en trouvant des preneurs et en mettant automatiquement, je prends mon exemple de la porte, imaginons que c'est une porte réemployable, Upcycléa, vous mettez ça sur la plateforme, c'est une sorte de Le Bon Coin des matériaux de construction, et on peut acheter comme ça et trouver des preneurs. C'est encore à l'étape de réflexion. Il y a certains acteurs qui imaginent même que certains bâtiments seront des banques de matériaux. Alors, oui, ça vous parle, voilà. Et ça, on est en train de le voir. Véritablement, quand est-ce qu'on verra ça? C'est souvent à la fin de vie des premiers bâtiments qui auront été conclus. Il faut aussi de l'éco-conception. Donc, on en est en fait à la phase 1, je pense, par rapport à d'autres secteurs, du réemploi à l'échelle industrielle. Mais ça commence avec les solutions dont je viens de parler et deuxièmement avec l'intégration dès le début de l'éco-conception. Alors une innovation par exemple qu'on a initiée et qu'on essaye de développer, c'est de faire des bâtiments qui bougent en termes de configuration et qui sont pensés comme ça. Regardez par exemple Arkea Flex, on a lancé quelque chose avec eux il y a 2 semaines. En fait, vous construisez un logement T3 qui peut se transformer en T2, T1. C'est très complexe en termes d'innovation. Et il y a un brevet qui est derrière. Et ça permet bien sûr, si jamais les personnes changent, les habitudes changent, on pourra allonger la durée de vie du bâtiment. Oui, il y a une autre question et 2 autres questions. On a une question là via le live. Est-ce que la tour Pleyel à Saint-Denis est l'un de vos projets? Si oui ou non? Non. Non, d'accord. Voilà. Au moins c'est fait. Alexis, merci pour votre question. Oui. Est-ce que, à tout hasard, vous avez le projet finalement d'acheter plusieurs bâtiments dans un quartier et d'en faire un éco-quartier derrière? Alors, ça pourrait nous arriver. En soi, ce n'est pas un projet pour nous. C'est-à-dire qu'on essaye, à chaque fois qu'on investit, d'avoir une démarche systématique, ce que j'ai essayé de vous montrer, dès l'investissement. D'ailleurs, par exemple, je ne l'ai pas évoqué, mais imaginons que, je ne sais pas ce qui prendrait aux personnes qui font l'investissement chez Novaxia, et dire, j'ai une super opportunité, j'achète un champ, l'équipe développement durable a un droit de veto. Donc on a le droit de dire non, juridiquement. Hein, c'est pas, donc première chose. Mais notre démarche, elle est systématique. Donc en soi, l'écoquartier, ce n'est pas une finalité pour nous. Ça pourrait arriver selon les tailles de projet. Pour avoir travaillé sur les écoquartiers
dans une précédente expérience, il y a un vrai défi des écoquartiers à ne pas en faire des objets marketing, je vais le dire rapidement, pour gens riches. Le défi de la transition écologique et sociale, notamment en termes de ville, c'est le volume. C'est comment on produit d'un coup des dizaines et dizaines de milliers de logements. La pénurie de logements en France est estimée à 800 000 logements pour rencontrer juste la demande. Et d'où l'inflation aussi immobilière des prix de loyer, parce qu'il y a une pression de logement pour aller dans les métropoles. Donc nous, on essaie d'adresser plutôt ces grandes causes à notre modeste mesure, mais en soi, ce n'est pas l'écoquartier qui va nous attirer. On essaye d'une certaine manière de ne faire que des bâtiments éco-conçus dès qu'on peut. Oui. Du coup, je voulais savoir, une fois que les logements sont prêts, est-ce que c'est Novaxia qui s'occupe de la vente ou vous soudoyez d'autres agences? Non, ensuite, vous avez dit quoi? Sinon, je n'ai pas utilisé le bon mot. Est-ce que vous passez par d'autres agences ou c'est Novaxia D'accord. Alors, nous travaillons avec d'autres agences, effectivement, dans le cadre de l'arrêt de commercialisation. Et effectivement, vous ne trouverez jamais de bulle de vente Novaxia. Ce n'est pas notre modèle économique. Et il y a des gens qui savent faire ça extrêmement bien. Et donc, on travaille avec des partenaires en commercialisation. Et on n'a pas de partenaire exclusif. Donc, il y a plein de logements qui sont des programmes de logement qu'on a construits, qui sont en vente. Mais ce n'est pas écrit Novaxia forcément. Voilà. Une autre question? On va voir si le live en contient encore. Alors, ça me permet juste de dire une chose, c'est qu'au-delà de ce que je vous ai dit, donc, quand je vous parle de croissance et que ça devient très fort, pour vous faire toucher du doigt de quoi je parle. On était, il y a 2 ans chez Novaxia, une 50aine de projets. Aujourd'hui, ça va être une 100aine de projets cette année. En termes de ressources humaines, du coup, ça suit aussi. On a commencé l'internationalisation et d'un coup, c'est 4 pays. Pourquoi? Parce que ce qu'on évoque, c'est des problématiques que rencontrent la plupart des pays européens, à l'ouest de l'Europe en tout cas, ce qu'on connaît un peu plus. Et vous avez les mêmes problématiques en Allemagne, par exemple, au Royaume-Uni, mais ça a déjà été un peu abordé, en Belgique, etc. Donc, cette problématique du recyclage urbain, de décarboner le secteur immobilier est extrêmement prégnante. Il suffit de voir les rapports du GIEC pour voir la contribution du secteur immobilier et du secteur financier à l'empreinte environnementale, pour voir que c'est l'un des secteurs où il faut le plus agir. Et donc, voilà, touchons du doigt aussi là où il y a le plus d'enjeux et mettons de l'effort pour orienter les investissements. On revient sur une question qui portait plutôt sur la première partie. Quand vous parliez que Novaxia était partenaire donc, de projets humanitaires, culturels, etc., la question d'un apprenant qui dit est-ce que Novaxia aide financièrement certaines associations? Est-ce que vous avez aussi ce volet-là, en fait, Alors, de sponsor? Ça peut nous arriver. Je comprends la question. La réponse est ça peut nous arriver, mais là où on les aide systématiquement, c'est qu'on ne demande pas de loyer. Et donc, il faut imaginer, c'est des économies des fois de centaines de milliers d'euros de bâtiments qui auraient pu être loués pendant 1 ou 2 ans au cœur de Paris. Et nous, ce n'est pas notre modèle et on vise plutôt à en faire un modèle d'innovation. Mais ça peut nous arriver, pour répondre à la question, ça peut nous arriver dans le modèle de partenariat, mais ce n'est jamais du mécénat. En tout cas, ce n'est pas notre pratique. Et une question sur les avantages économiques. Vous dites que justement, vous faites don, on va dire, de ces locations-là. J'imagine qu'aujourd'hui, vous pouvez, parce que vous avez un bilan financier positif et que voilà, ça fonctionne. Mais comment ça a été cette transition pour passer à ce modèle-là, en fait? J'imagine que ça n'a pas été forcément, dès le début de la création de l'entreprise, tout à fait possible, on va dire. Comment ça, en fait, ça a commencé il y a 6 ans. Et comment ça a commencé? Ça a commencé parce que le fondateur de l'entreprise, qui est son président, Joachim Hazan, a eu cette intuition de dire mais c'est vide et on peut en faire quelque chose. Mais ça a demandé aucune évolution réglementaire. Il y a eu des lois depuis qui ont facilité ça. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles sans innovation technologique ni économique. C'est-à-dire qu'au lieu de murer, il y avait une chose qui manquait, c'était faire confiance. Et ça, ce n'était pas gagné. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer, vous imaginez le risque, c'est que les gens restent et que d'un coup, on ne puisse plus avoir ce modèle économique.
Sauf que quand on travaille en bonne intelligence, que tout est clair dès le début, qu'on dit notre intérêt, c'est-à-dire qu'on dit que on n'est pas une association, on dit que ça va durer tant de temps, on accompagne avec une équipe dédiée, c'est encadré juridiquement, les tests de pollution sont faits, mais c'est tout à fait possible. Ça, pas avec tous les acteurs, mais avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Ils sont tout à fait en mesure de comprendre notre modèle, et du coup, ils le font. Donc, il y avait le plus grand changement pour nous pour activer ça, et d'un coup impacter 148 000 personnes sur 13 projets, c'était juste, mais c'est énorme, hein, la confiance. C'est une révolution, en fait, mais culturelle pour le secteur, c'est de se dire, mais en fait, on peut faire. Et vous imaginez si 4 millions de mètres carrés, je répète ce chiffre parce qu'il faut vraiment... rien qu'en Ile-de-France, était prêté aujourd'hui. Vous imaginez tout ce qui serait... on vivrait dans des tiers-lieux, quoi. Ouais. On va devoir conclure, le live se termine. On peut remercier chaleureusement Vincent Orez pour sa prestation. Je tiens également à vous remercier, que ce soit via le live ou dans salle. Vous avez vraiment été très riche de questions et c'est vraiment, comme je le répète à chaque fois, le but de ces causeries. Merci à vous. Je répète, vous pouvez poser n'importe quelle question sur le cycle en général des causeries ou sur une causerie en particulier à causerie@idfc.fr et allez voir les replays donc, sur la playlist les causeries saisies sur la chaîne YouTube Saisie. Vous aurez le plaisir de voir ou revoir la causerie de Monsieur Orez et on vous attend nombreux pour les prochaines causeries sur les mardis prochains. Merci à vous tous. Bon après-midi, prenez soin de vous.